août dernier, Noam Yaron s'est lancé un défi fou, rallier Monaco depuis Calvi à la nage. Après 48 heures sans sortir de l'eau, sans dormir, en évitant les méduses, il a été contraint d'abandonner en raison des conditions défavorables. Mais ce défi n'est pas une question d'échec ou de réussite, il revêt d'un enjeu plus grand, celui de la préservation de la Méditerranée, de la biodiversité. Je vais arriver, une lutte essentielle pour le Morgien de 27 ans. Notre invité sur le plateau ce matin, il vient nous trouver en pleine semaine du Water Lover, un projet qui lui tient à cœur et dont il est le parrain. Merci d'être avec nous, Noam, et merci Léo de Garrigue d'être là aussi ce matin pour revenir sur cet exploit sportif avant tout, quand même. Tout à fait. Et abordons avant cet exploit peut-être ce qui fait votre actualité cette semaine, Noam, ce Water Lover Challenge dont le but est de récolter des mégots. Vous étiez à Vevey par exemple hier. Comment ça se passe une récolte? Qu'est-ce qui s'y fait? Alors c'est très simple. L'objectif c'était de trouver une action qui permet de mobiliser volontairement le maximum de personnes possible à collecter des mégots. Donc il suffit juste de se protéger les mains avec des gants de jardinage ou des gants de cuisine usagés. Prendre une bouteille en PET vide et la remplir de mégots, pas besoin de compter. Et du coup, de prendre une photo à la fin de la collecte, qu'elle soit faite à la montagne, au bord du lac, en pleine ville, puisque toutes les eaux finalement sont connectées. Donc même, ça n'a pas de frontières. On peut le faire en Suisse, en France, partout. Et de l'inscrire sur notre site waterlover.org. Et on est environ à 500 000 mégots en 5 jours, à la moitié du challenge. On vise le million en 10 jours, jusqu'à lundi 30 septembre. On espère pouvoir réussir ce record finalement pour finalement préserver la nature. Et c'est une démarche qui ne s'inscrit pas d'abord dans une haine des fumeurs, mais plutôt dans une volonté de préserver les océans et l'eau qui est précieuse d'abord pour vous? Complètement, moi j'ai rien du tout contre les fumeurs, j'ai plutôt quelque chose contre ceux qui jettent leurs déchets par terre, que ce soit des cigarettes ou autres. On se rend compte que le mégot est un déchet qui est très toxique puisqu'il peut très facilement se faire en fait prendre par l'eau ou par la pluie, le vent, et finir dans une bouche d'égout, une rivière, un lac ou même la mer et l'océan. Ça pollue jusqu'à 1000 litres d'eau, 150 substances hautement toxiques pour la nature. Ce tout petit truc en fait a fait des dégâts gigantesques. Donc l'objectif est non seulement de collecter des mégots pour éviter cette pollution, mais aussi tenter de sensibiliser les fumeurs. Et on le voit quand on collecte des mégots dans la rue, les gens nous arrêtent et disent mais qu'est-ce que vous faites par terre à ramasser? Et tout d'un coup on a des gens qui nous rejoignent même en plein milieu de collecte, bien qu'elle soit volontaire et ouverte à tout le monde, n'importe où finalement. Et l'eau, vous la connaissez bien, vous l'aimez au moins au point d'y passer 48 heures sans en sortir il y a un mois. Vous avez tenté de rallier Monaco depuis Calvi, 180 km, un défi assez fou. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse peut-être de ce projet? Alors, c'est mon 4e défi éco-sportif, c'est comme ça qu'on les appelle, puisque tous ces défis servent à porter finalement une cause, ou même plusieurs. Cette année, c'était la préservation des eaux et la protection de la biodiversité, donc tout ce qui touche aux vivants, donc les plantes et les animaux. J'ai fait le Léman à la nage, les 5 plus grands lacs de Suisse en 11 jours consécutifs, et aussi un triathlon l'an dernier, dont on a parlé ici d'ailleurs. Et là, l'objectif, c'était de battre un record du monde, celui de la plus longue distance jamais réalisée en combinaison en haute mer sans sortir de l'eau. 180 km, c'est gigantesque, personne n'a jamais fait ça. Et c'était finalement un premier essai plutôt, je dirais, formateur, puisqu'on a été, on va dire, pris au piège par la météo et notamment beaucoup de dérives. On ne le voit pas forcément très très bien sur ces images, mais beaucoup de courants en fait, sous-marins qui nous ont fait dériver. On a fait 25% de plus de parcours que ce qui était initialement prévu à la marque justement des 100 km. Donc c'est gigantesque, on ne peut pas se permettre d'avoir cette marge d'erreur. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles on va devoir travailler pour améliorer finalement l'optimisation en fait, de chaque détail qui en fait fait une énorme différence. 48 heures, 103,8 km, c'est déjà pas mal. C'est de loin ma nage la plus longue et j'ai eu 0 courbature, 0 problématique liée on va dire au mental, à des moments plus ou moins difficiles. Ouais. Le pire moment a été les méduses. On en parlait un petit peu. J'allais y venir justement, oui. Donc les méduses qui, on le savait, allaient être, on va dire, le plus gros obstacle de cette traversée. C'est ce qui arrête pas mal de nageurs, notamment qui nagent pour la plupart en maillot de bain. Et c'est vrai que ces méduses, il fallait réussir à les appréhender. Elles sortaient entre 22h et minuit, donc c'est assez précis comme horaire dès que le soleil se couche et qu'il fait nuit,
parce que la plupart des espèces de méduses sont photosensibles et elles se nourrissent de plancton qui lui aussi est photosensible, donc il remonte à la surface pour manger les nutriments qui se trouvent à la surface et les méduses suivent. Donc à chaque fois, à peu près entre 22h et 23h, je commençais à avoir le visage qui piquait. Des Grimlegs en fait. Exactement. Et donc je devais m'équiper donc toujours dans l'eau de gants, de chaussons et de cagoules, donc ça me laissait quand même une bonne partie du visage, on va dire, à nu. Et tout d'un coup, je remets la tête dans l'eau et des millions de méduses partout. Donc il faut s'imaginer qu'on est dans la nuit, au milieu de la Méditerranée, on ne voit pas les côtes pendant une grande majeure partie du parcours. Heureusement, là, la météo était assez clémente, donc c'était assez plat, mais on se retrouve à partager finalement sa traversée avec évidemment la biodiversité locale dont les méduses font partie, mais on a eu aussi d'autres rencontres incroyables comme une bonne vingtaine de baleines qui nous ont suivis, des baleines qui sont on va dire menacées selon la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec qui on collabore pour faire connaître ces espèces qui sont mises en danger non seulement par la pollution, mais également par les bateaux, notamment les bateaux cargo et les bateaux touristiques qui vont beaucoup trop vite sur cette aire marine protégée, puisque c'est, on va dire symboliquement, une traversée de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée qui s'appelle Pelagos. Elle est régie par 3 gouvernements, la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. Donc l'objectif était de mettre en avant tout ça et on a plutôt bien réussi puisque le prince Albert de Monaco est venu au départ à Calvi quelques jours avant, on va dire, les premiers coups de bras pour parler justement de ces enjeux politiques qui sont importants et qu'on va essayer de défendre notamment sur cette deuxième tentative qui aura lieu en juin 2025. Bravo. En sortant de l'eau, vous avez dit c'est la mer qui a gagné. Est-ce qu'il n'y a pas là un symbole derrière ça qui fait sens dans vos combats? Quand on se prépare, même une année, quand on a fait les plus grands défis, vous nagez depuis très longtemps, on prend jamais le contrôle sur l'océan. L'océan, la mer est toujours plus forte que l'homme aussi. Alors oui, c'est pas facile, honnêtement, à encaisser, puisque j'ai jamais dû interrompre ou décaler ou déplacer un projet. On peut parler d'interruption, on peut parler d'échec. C'est vrai que c'est une question de mots qu'on choisit. Mais pour moi, c'était assez fou de voir que, en fait, j'étais là pour la mer, pour la défendre sa biodiversité, et de se dire que c'est aussi à cause ou grâce à elle que je dois m'interrompre. Donc on se dit de ne pas être d'accord avec ça, c'est complètement être déconnecté des valeurs du projet. Donc c'est vrai que ça a été une sacrée claque quand même, puisque c'est vraiment pas... on va dire que c'est vraiment à contre-cœur que je suis sorti de l'eau parce que je savais que j'étais capable d'aller au bout même avec ces conditions qui n'étaient pas idéales, même quand on a fait le convoyage, donc finir le dernier bout en bateau et qu'on est resté 2 jours ensuite sur place, donc potentiellement le temps que ça m'aurait pris pour terminer. Je regardais la mer et je me suis dit purée, j'aurais jamais dû sortir de l'eau. Mais ça fait partie du jeu. C'était une répétition générale qu'on n'a pas eu la chance d'avoir à cause de la météo qui a été très capricieuse cet été en Méditerranée. On a vu des températures records pour l'eau, donc beaucoup de méduses, beaucoup de courants, beaucoup d'éclairs, d'orages, de tempêtes. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on doit aussi prendre en considération et puis de remettre tout ça à plat et de développer aussi du meilleur matériel, des meilleures techniques de ravitaillement. Tout ça pour gagner de précieuses minutes qui accumulées font que peut-être j'arriverai un jour avant. Donc 24 heures de moins de passer dans l'eau, c'est quand même pas négligeable. Vous vouliez continuer, si vous avez pu, vous auriez continué, mais oui, physiologiquement parlant, est-ce que c'est possible? Parce que vous perdez du poids. Très bonne question, oui. Ce qu'on n'a pas anticipé, c'est qu'en nageant, puisque la règle était de ne pas sortir de l'eau, donc ne pas monter sur le bateau. Et on se rend compte qu'en fait, en nageant, il y a un phénomène assez fou, c'est que en fait, le sang circule différemment, déjà puisqu'il y a la force d'Archimède. Donc, j'ai eu de très gros problèmes de microcirculation en sortant de l'eau. Donc, mes bras et mes jambes n'étaient plus du tout irrigués correctement. Donc, c'est comme si on était pratiquement en fait amputé des bras. Donc, on se rend compte que la mer et l'eau interagissent vraiment de manière assez folle avec le corps. Mais tant qu'on reste dans l'eau, il n'y a pas de problème. J'ai eu 0 courbature en sortant de l'eau. Donc ça, c'est un très bon signe, comme quoi le corps est prêt. Mentalement, ça a bien suivi. J'ai eu quelques hallucinations qui sont liées au manque de sommeil. Dès qu'on dépasse 24 heures sans dormir, c'est assez commun. Beaucoup de trailers, notamment, font face un peu à ces phénomènes-là en montagne. Et puis, notamment, voilà, la combinaison.
c'est les vaisseaux en fait qui se rétractent. C'est pour ça qu'on a les mains et les pieds tout fripés quand on va dans le bain par exemple. En fait, tout le sang va vers les organes vitaux, donc les poumons, le cerveau, le cœur. Et en fait, on se rend compte qu'on perd jusqu'à 4 tailles de combinaison. C'est gigantesque, hein. Moi, j'ai la 2e taille dans ma forme normale, la plus petite. Donc, autant dire que ça va beaucoup plus petit que ce qui est proposé aujourd'hui. Donc là aussi, on doit trouver un système avec Decathlon, notamment avec qui on travaille, qui est un partenaire en termes d'équipement qui est formidable. Ils ne sont pas connus pour faire de la natation de très longue distance. Leur combinaison a tenu la distance, une des plus longues distances au monde. Donc on se rend compte que c'est assez fou. J'ai traversé des lacs de montagne à 4 degrés avec cette combinaison. Et là, la mer à 25 degrés. Donc c'est vraiment assez fou d'avoir cette qualité de matériel à un prix aussi fou. Et du coup, on va essayer de développer avec eux potentiellement une manière de resserrer le cou, puisqu'en fait, on se rend compte que en perdant en fait, des tours de cou, il y a l'eau qui rentre. Ah. Et donc, ça refroidit et ça peut générer des problématiques liées à l'hypothermie. Pour conclure, peut-être, Noam Yaron, on l'a dit, lundi prochain se termine le Water Lover Challenge. Ils ressembleront à quoi vos mois prochains pour se projeter sur ce défi, cette revanche presque? Alors oui, c'est une vraie revanche pour le coup. C'est clair. Alors pour moi, ce qui était difficile, c'est de se dire que voilà, j'ai envie de battre ce record du monde, ramener cette plus longue nage au monde en combinaison en Suisse. C'est aussi assez fou de se dire qu'un Suisse peut battre un record du monde en mer. Donc de pouvoir avoir cette fierté quand même un peu nationaliste, ce serait cool. Et surtout, toujours me battre pour la préservation des eaux, trouver un matériel le plus durable possible, parce qu'on se rend compte que la performance et l'environnement peut faire bon ménage. C'est ce qu'on a réussi à prouver cette année en ayant un voilier par exemple, en ayant du matériel le plus durable possible. On se rend compte qu'on peut faire mieux, notamment avec la combinaison en néoprène. Il y a peut-être des solutions un peu plus durables qu'on peut trouver. On est en train de travailler dessus. Donc c'est aussi de montrer la voie et de dire que la performance et même un record du monde peut être battu en faveur de la nature complètement parlant, que ce soit au niveau de la communication, sensibilisation, mais aussi au niveau du matériel. Merci Noam, en tous les cas. Et bravo pour Merci beaucoup. Tout ça, effectivement. Et puis, on se réjouit de vous retrouver. On reviendra l'année prochaine pour parler. Oui, justement, c'est ce que j'avais vu. Il faudra mieux nous parler de la suite. Merci beaucoup. Et encore une fois, bravo. On vous retrouve évidemment en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Aussi, un grand merci à Boris Mouton. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, bravo pour ce beau projet, cette belle histoire. Et puis, rendez-vous demain, c'est ça, à Saint-François? Demain à Saint-François, à 20h à peu près. On aura un apéro pour le lancement de notre marque qui s'appelle Nuance et que vous pouvez retrouver sur le site à partir de midi, nuancesnowboard.com. Aime le média,